Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Kickstart Your Business. Trembler mais oser, c'est la devise de Valérie Darras et de son activité Délivrée. On va découvrir ensemble comment cette femme qui à la base était introvertie a réussi sa reconversion après 17 années passées en tant que comptable en entreprise et fiduciaire. La famille, vous allez le voir, est encore ici une fois de plus centrale dans notre récit. Le concept de son activité n'est pas spécialement révolutionnaire ou ne fût-ce que inédit, mais il résout un problème dur, D-U-R. Un problème dur, c'est un problème douloureux, urgent et reconnu par les prospects. Si vous aussi vous avez votre idée de business et qu'elle répond également à ces 3 critères, peu importe son originalité, je pense que vous pouvez foncer. Valérie nous montre qu'il n'y a pas forcément besoin de trouver l'idée du siècle pour réussir. Nous parlons également du fait de pouvoir rebondir en toutes circonstances afin de ne plus jamais laisser se transformer les obstacles en excuses. Pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Nicolas. Et après plus de 10 années passées dans la vente industrielle, j'ai décidé d'utiliser mes compétences dans le domaine de la vente afin d'aider ceux qui le souhaitent à accomplir leurs objectifs. Plus d'informations à la fin de cette émission. Sans plus attendre, voici l'interview de Valérie. Bonjour Valérie, merci d'être présente avec moi pour cette émission. Bonsoir Nicolas. Valérie, sans plus attendre, vas-y, explique-nous en quelques mots en quoi consiste ton activité. Mon activité, c'est d'être une assistante administrative, pré-comptable et de gestion. Ça regroupe tout ce qui concerne la planification des dépenses, vérifier par rapport à la trésorerie en cours. C'est aussi évidemment classer les papiers, que ce soit physique ou électronique. C'est les scanner pour les envoyer au comptable. Voilà, il y a plusieurs éléments par rapport à ça. C'est aussi gérer des boîtes mail. Ça part dans tous les sens. Mais voilà, les 3 gros pôles, c'est ça. Ok. Une question un petit peu récurrente ici que j'adore poser à mes invités et que je pose de toute façon à chaque personne que je suis. Mm-hmm. Quel problème résous-tu vraiment pour tes clients ? Ce qui est revenu le plus souvent, c'est « je passe trop de temps dans mes papiers ». Ok. Ça, c'est vraiment le nœud du problème. Un autre nœud, c'est j'en ai ras-le-bol de payer en retard et donc d'avoir des intérêts des amendes. Oui, ok. Et donc mon argent qui part à des bêtises. Mm-hmm. Et la troisième chose, c'est aussi j'ai pas le temps de courir après les clients qui ne me payent pas. Ah oui. Et tu fais ce rôle-là aussi Oui, en fait. je fais ce rôle-là aussi. Ah oui. Je fais tout ce qui est suivi de la facturation. Donc, une fois que la facture est partie, c'est s'assurer, vérifier que le client a payé dans les temps ou pas. Et si pas, c'est faire les rappels, proposer des plans d'appurement si le client en a besoin. 9 fois sur 10, le client a oublié. Il n'a pas vu, il n'a pas reçu la facture. Donc, c'est pas des choses, en général, c'est pas du contentieux. Ça, c'est pas mon rôle. Okay. Par contre, c'est quand même un suivi et puis c'est une décision à prendre. Le client prend la décision de est-ce que je vais en contentieux ou pas. Ah oui. Tu as un peu un mix entre quelque part une assistante comptable et quelque part suivi administratif. Voilà, est-ce que j'ai plus ou moins cerné. Moi, je trouve ça génial parce que ton idée de business, pour moi, c'est pas étonnant que tu y arrives et que ça a bien démarré parce que pour moi, tu résous un problème bien particulier pour tes clients que j'appelle un type de problème, c'est un problème dur en fait, D-U-R, D-U parce que c'est douloureux. Mm-hmm. Donc les gens n'aiment pas faire ça. Non. Voilà. Et moi j'adore. Et donc le fait de justement accomplir toutes ces tâches pour eux c'est une douleur. Voilà, on peut c'est très pénible. C'est pénible quoi, ça les broute. Urgent, donc ça c'est le U de dur. Urgent, comme tu l'as dit, on est en Belgique, on a des obligations administratives et si on les fait pas en une certaine échéance, voilà, on est pénalisé, on a des amendes de retard. Donc il y a une certaine urgence par rapport à ça et reconnue. Donc ça aussi c'est très important d'avoir ce problème-là. On a beau avoir un problème douloureux, on a beau avoir un problème urgent, parfois si le prospect n'a pas pris
ne réalise pas lui-même qu'il a besoin de la solution que tu lui proposes, c'est déjà un petit peu compliqué pour faire du business avec lui. Il va d'abord falloir avoir une première approche pour déjà le convaincre que déjà il a besoin de ça, et en plus par la suite il va le convaincre d'acheter. Donc il faut convaincre 2 fois. C'est la difficulté la plus importante que j'ai rencontrée. Oui. Et maintenant, ça fait partie évidemment des apprentissages quand on est indépendant. Maintenant, je fonctionne différemment par rapport à ça. Oui, mais c'est la question que j'allais te poser justement, parce que je pense que la plupart des gens n'ont aucun problème, en tout cas à reconnaître que de un, ils n'aiment pas faire ce travail-là. Je pense que c'est pas, il y a des choses qui sont plus ou moins admises en société comme ça, mais le fait de dire moi j'aime pas la paperasse, je pense que ça c'est quelque chose qui résonne un peu chez tout le monde. Oui, mais ça ne se dit pas. Ça ne se dit pas. Vas-y, parle-nous un peu de cette expérience par rapport à justement ce fameux fait de reconnaître le problème. Ce que j'ai régulièrement, c'est que c'est entendu par tout le monde et tous les indépendants que la paperasse. Ça me pèle, j'en ai marre, c'est chiant. Il y en a qui me disent, je vois un papier de l'administration, j'ai juste envie de le mettre à la poubelle pour qu'il disparaisse. Et donc quand moi je mène sur le tapis que, en fait, c'est ma phrase un peu d'accroche, c'est j'adore ce que vous détestez. Et je dis qu'est-ce que vous détestez le plus dans votre métier d'indépendant? En général, on me répond les papiers. Et je dis, cherchez pas plus loin. Et je dis, mais moi, j'adore ça. Et à ce moment-là, les langues se délient, en fait. Ah, voilà. Et c'est vrai, parce que moi, j'ai vraiment une sainte horreur de ça. Ça me prend autant de temps. Et vraiment, et puis il y a des papiers, je sais pas ce que je dois en faire. Parfois, j'ai aussi, et mon comptable ne me dit rien. Voilà. Donc, ce n'est que quand moi, je mets le sujet sur le tapis que, du coup, les gens se lâchent. Oui. Et ce que je trouve génial, c'est que vraiment, tu parles vraiment d'une souffrance que tu viens résoudre. Et tu as poussé jusqu'au point d'appeler ton activité, vas-y, dis-nous. Délivrer, parce que tu les libères de ce poids, oui, c'est vraiment de cette souffrance. Je trouve ça génial d'avoir poussé ça jusqu'au nom de ton activité. Moi, c'était ça. Quelque part, parce que je suis suivie par une structure d'accompagnement, et à un moment donné, forcément, très très vite se poser la question de quel est le nom? Qu'est-ce que je vais donner comme nom à mon activité? On nous avait présenté plusieurs possibilités pour choisir un nom, et puis je me suis dit, mais moi j'ai envie de quelque chose qui automatiquement parle aux clients, qui soit indépendant de moi, parce que mon nom ne dira rien à personne, j'ai pas de réseau d'indépendants autour de moi, donc je dois tout créer. Voilà. Et ça s'est fait en 5 minutes en allant chercher mes enfants à l'école. Ça c'est génial, ça. Voilà. Encore une petite question. C'est quoi ton petit plus par rapport à quelqu'un qui ferait éventuellement la même chose que toi? Ça, c'est une question que je me suis longtemps posée. J'ai fini en fait par la poser à mes clients parce que je ne voyais pas. Mais ça, il y a peu de monde qui ose faire ça. Dis-nous ce que mes clients ont dit, ce qui est revenu le plus souvent, c'est à l'écoute. C'est empathie. C'est mêler des mondes qui ne se mêlent pas normalement. Ah, comme quoi, par exemple? Comme j'ai eu une conteuse. Voilà. Et donc, je l'ai aidée à comprendre tout ce qui était lié à la comptabilité, la rassurer sur le fait qu'elle faisait un fichier Excel qui tenait la route, qui était cohérent, qui était lisible par un comptable, voilà. Et donc, c'est souvent mon travail, en fait, c'est de rassurer les gens sur le fait qu'ils font bien ce qu'ils font. Ah oui. Voilà. C'est la première étape. Et souvent, les gens arrivent et ils me disent « Ça va ? T'as pas peur ? Je fais bien ?» Voilà. On cherche la gommette verte de l'école. Ça, c'est super, super important. Et pour moi, ce qui est le plus important, en fait, c'est ce que je dis souvent à mes clients, c'est j'estime qu'être indépendant, j'aime beaucoup le français, et indépendant, c'est ne pas dépendre d'eux. Donc forcément, on sait très bien qu'à un moment donné, on dépend des autres. Mais on peut rester indépendant jusqu'à un certain point. Et je trouve que malheureusement, très souvent, l'information, c'est le pouvoir. Et moi, j'ai horreur de ça. Et donc, quand j'ai un client en face de moi qui ne comprend pas quelque chose, c'est lui expliquer jusqu'à ce qu'il puisse comprendre, pas forcément l'utiliser après, mais au moins comprendre les grandes lignes. Ça lui permet du coup de prendre des décisions qui sont beaucoup plus pesées, sous-pesées, réfléchies. Il y a déjà ça. Et la deuxième chose, c'est que je leur dis,
Une fois que le projet, que je sens que ça colle, votre business, c'est mon business. Et donc, je ne travaille pas pour vous. Je travaille pour moi. C'est comme si c'était. C'est comme si, je sais pas moi, mettons, j'ai un client qui vend du chocolat, j'en sais rien. Je vais lui dire, ok, nous allons faire comme ça, on va planifier ça, on va faire ça, comme si c'était mon entreprise en même temps que la sienne. Ah oui. Voilà. Après, c'est à lui de choisir, évidemment. Je me recule, je me retire, il prend sa décision, je le suis, et voilà. Mais c'est vraiment cette idée que forcément, je travaille pour un client. Mais ce client, c'est comme si c'était ma famille, c'est comme si c'était pour moi. Ok. Donc, ça aussi, ça fait certainement partie de tes petits plus. C'est-à-dire que non seulement, en plus de les valider sur déjà leur méthode, de leur donner du pouvoir à travers l'information, parce que arrête-moi si je me trompe, mais ce que tu as dit tout à l'heure, c'est vraiment, tu ne supportais pas que les gens soient impuissants parce qu'ils manquaient d'informations. J'ai bien compris ça dans ce sens-là, ok. Mais en plus de ça, donc là, ça te fait vraiment 3 petits plus. Tu as ce petit côté où tu vas vraiment les accompagner et de manière très, très proche. C'est vraiment ça que tu exprimes, en fait. Oui, c'est ça. Et alors, évidemment, en général, ce qui fait souvent pencher la balance, c'est que je suis graduée en comptabilité fiscalité, ce qui forcément aide aussi, parce que je suis pas... Tu sais ce qu'il y aura derrière, tu sais ce que le comptable va dire derrière. Je sais ce qu'il va dire, je suis capable de le comprendre, je suis capable... Je ne donne pas de conseils, évidemment, ni fiscaux, ni comptables, parce que d'abord, j'en ai pas le droit, et puis voilà, je trouve que c'est pas mon rôle, c'est pas mon job, c'est le job du comptable. Et de ce fait-là, je suis aussi capable de dire éventuellement à mes clients, tiens, demande-lui un peu ça, parce que ça pourrait peut-être être une bonne idée. Alors après, il y a des clients qui ont des super comptables et où il n'y a pas besoin de faire ce genre de réflexion, puis il y en a où il en faut. Ok. Raconte-nous un petit peu comment tu es venu à fonder justement cette activité délivrée. Vas-y, raconte-nous un peu ton parcours. Qu'est-ce qui t'a poussé justement vers l'entrepreneuriat ? Plus ou moins, voilà, tes études. Ici, on a un peu parlé de ton background. Ouais. Vas-y, est-ce que tu sais un petit résumé, s'il te plaît ? J'ai fait donc des études de comptabilité fiscalité parce que ma maman était comptable et je trouvais ça super important. Parce que très très vite, je me suis rendu compte que si on n'a pas d'ordre dans ces papiers, on peut avoir tout l'or qu'on veut dans les mains, on se casse la figure. Voilà. Et donc, j'ai appris ça très tôt. Je me suis dit, tiens, mais moi, ça m'intéresse. Mes parents étaient indépendants. Et donc, j'ai vu ce que ça permettait. J'ai vu la vie qu'ils ont eue, qui n'était pas... ils roulaient pas sur l'or, mais ils n'étaient pas non plus dans la dèche. Et donc, on pouvait vivre de manière simple et correcte, sans spécialement gagner des millions. Et je me suis dit, voilà, moi j'ai envie de faire ça, j'ai envie de venir en aide à des indépendants comme mon papa qui n'en touchent pas une dans leur papier. Et je me suis dit, ok, je vais faire ça. Et puis je me suis dit, j'avais le choix entre gestion et fiscalité. Et je me suis dit, oh là là, tout le monde dit, oh la fiscalité c'est super obscur, c'est très compliqué, il n'y a personne qui comprend rien. Et je me suis dit, m'en fous, j'y vais. Et en fait, moi, j'ai trouvé ça très amusant. Et donc, les gens me regardaient un peu bizarrement en disant, quoi, ça t'amuse ? J'ai dit, oui, moi, ça m'amuse. Enfin, voilà. Je suis pas normale, je l'assume à fond. Oui, mais en même temps, quelle force d'avoir quelqu'un qui aime faire des choses que d'autres détestent. Là, oui, c'est comme ça que ça match. Hein. Voilà. Et puis, j'ai travaillé dans différentes entreprises. J'ai fait de fiduciaire. J'ai travaillé dans une université. J'ai travaillé au Grand-Duché de Luxembourg, dans 2 métiers complètement différents. Tout ça en tant qu'employé, bien sûr. Oui, tout ça en tant qu'employé. Et puis, à mon dernier travail, j'ai divorcé de mon employeur. Quel mot puissant pour parler de ça. Mais c'était voulu, assumé. Voilà, je suis ravie. C'est une des meilleures choses qui me soit arrivée dans ma vie. Quand tu veux dire divorcer, c'est-à-dire que tu... J'ai fait un très gros burn-out. Ah d'accord, ok. Voilà. Parce que trop de pression à faire une quantité de boulot dans un temps, en ayant un délai qui n'était pas tenable, physiquement, moralement, émotionnellement. Voilà. Donc j'ai fait un gros burn-out et j'ai divorcé. Et puis je me suis dit, ok, et maintenant quoi ?
parce que j'avais repris des études en cours du soir et je me suis dit mais j'en ai encore au moins pour un an avant. Des études de quoi, si c'est pas indiscret? Rien à voir avec ce que je fais maintenant. C'était de la graphothérapie. Ah ouais. Donc aider les enfants à écrire mieux, en gros. Okay. Et puis je me suis dit mais j'en ai encore pour au moins une année avant d'avoir mon diplôme. Moi je reste pas au chômage pendant un an. Et donc qu'est-ce que je fais? Et puis je me suis dit tiens, il y avait un truc en fiduciaire quand même qui m'allait chaque fois très loin. C'était d'entendre mes clients dire au moment de la TVA, je parle de ça il y a plus de 10 ans. La TVA, c'est toujours maintenant. Oui, c'est toujours maintenant, mais à l'époque, on amenait ses papiers chez le comptable, il n'y avait pas la dématérialisation. C'était un peu différent. Donc c'était. Voilà, donc on avait vraiment les clients qui débarquaient à partir du 2-3 du mois jusqu'au 20, quasi. Et j'entendais souvent des clients dire « Oh, je suis crevée, j'ai passé 4 heures hier dans mes papiers à tout préparer pour vous amener ce matin. » Des clients qui disaient « J'ai pas le temps », qui étaient systématiquement en retard. Et moi, j'avais qu'une envie, c'était de leur dire « Appelez-moi. Je vais vous aider. » Voilà. Et c'est venu de là. C'est super ça. Tu réponds automatiquement par anticipation, on va dire, à ma prochaine question. C'était comment t'es venue l'idée? Voilà, tu as déjà répondu. Et la petite remarque que je voulais faire et un peu le message que je voulais faire passer, c'est que parfois les gens attendent l'idée du siècle. Et je trouve qu'il n'y a pas forcément besoin en entrepreneuriat d'avoir une idée révolutionnaire. Il suffit de trouver, comme je l'ai dit tout à l'heure, un problème dur. Et là, tu l'as dit, parce que la fiscalité, la comptabilité, c'est pas des choses qui sont nouvelles, c'est pas des choses qui sont forcément révolutionnaires. Tu n'arrives pas avec un produit magique, un software qui va tout faire pour vous magiquement, mais tu arrives avec une solution qui résout un truc qu'on n'aime pas faire, tout simplement. Oui, et ce sont des mondes qui sont hermétiques et les gens... ça semble hermétique pour la plupart des personnes. Et donc, c'est des mondes où ils n'aiment pas aller. Maintenant, je dois reconnaître que j'ai pas eu l'idée toute seule, que j'ai une amie d'études de comptabilité qui a fait ça avant moi, qui a aussi tout plaqué et qui s'est mise indépendante, et à la fois en support administratif et à la fois en coach de vie. Elle n'est pas du tout dans ma région, donc on ne se fait pas du tout concurrence. Oui. Et en allant la voir, elle me dit « Mais Valérie, voilà, moi, j'en pouvais plus non plus de voir la comptabilité, j'y arrivais plus. Voilà ce que je fais. Et je fais des photocopies, et je prépare des dossiers pour des avocats, et je prépare des dossiers pour ci, et je fais ci, et je fais là. Et je me dis « Mais au fond, c'est vrai qu'on n'a pas du tout besoin d'une idée extraordinaire pour devenir indépendant. » Et c'est parti de là. Parfois, c'est ce que c'est aussi un des grands messages que j'essaie de faire passer, c'est que parfois, il suffit un peu d'étaler, de penser, voilà, quelles compétences est-ce que j'ai? Ok, j'ai peut-être un diplôme, c'était ton cas, mais j'ai peut-être aussi, j'invente un loisir qui m'a permis de développer telle et telle compétence, et peut-être, comme tu le dis, toi, c'est peut-être ton ami qui t'a peut-être aidé à te faire un petit miroir en disant Valérie, toi aussi tu peux le faire, tu disposes aussi toi-même de ces compétences, faites-vous aider par votre compagnon, un membre de la famille, un ami, qui va vous aider à justement visualiser toutes ces compétences que parfois vous dites mais non, moi je suis pas comme ça, mais si en fait t'es très doué pour faire ça. Voilà. Et c'est ce qui est posé sur la table et dire qu'est-ce que je peux faire avec tout ça. C'est le plus difficile en fait, c'est de se dire qu'est-ce que je suis capable de faire, et surtout de voir quel est l'intérêt pour les autres de ce que je suis capable de faire. Ça, c'est le plus difficile parce qu'en général, enfin, si ma conseillère Azimut m'entendait, elle va encore on en reparlera. Ça. Azimut, c'était une couveuse d'entreprise coopérative d'activité. On en reparle juste après. Oui. Et au début, je lui dis, mais je comprends pas ce que je fais, tout le monde sait le faire. Et elle se fâchait parce que j'arrêtais pas de dire, mais tout le monde sait le faire, tout le monde sait le faire. Et elle me dit, mais non. Alors oui, tout le monde sait classer ses papiers. Mais après, il y a des manières de classer ces papiers qui sont meilleures que d'autres. Et oui, j'en connais des bonnes. Et puis, il y a des clients qui en connaissent des très bonnes, et c'est super. Et puis, il y a des clients qui arrivent et qui me disent « je sais pas ». Voilà. Et qui me donnent leur tas de papiers en vrac, et je dois me débrouiller avec ça. Voilà. Et c'est comme ça dans des tas de domaines. Et donc, c'est à ce moment-là aussi que je me suis dit « Ok, qu'est-ce qui me paraît extrêmement facile ? Qu'est-ce qui, pour moi, est évident ?» Voilà. Et donc, au lieu de me dire, OK, quelque part, c'est quoi mes compétences, parce que j'arrivais pas à les lister, c'est, OK, qu'est-ce qui est facile pour moi? C'est une autre manière de le voir, c'est super comme truc. Dans quoi je m'éclate? Ça, c'est important aussi. Voilà.
Parce que moi, c'était ça. Je me suis dit, j'avais 38 ans à l'époque, je vais en avoir 40, et donc je un peu crise à la quarantaine, machin. Et je me suis dit, mais voilà, j'ai vécu 20 ans sur les rails que mes parents m'ont donnés. J'ai grosso modo vécu 20 ans sur la suite de ces rails. Ben, j'ai envie pour les 20 prochaines années, ou jusqu'à ma pension, de faire ce que moi je veux faire et montrer à mes enfants que non, on n'est pas obligé de suivre des rails et qu'on peut tracer sa voie et que non, c'est pas casse-gueule et que oui, ça apporte certaines contraintes, mais aussi beaucoup d'avantages dans sa vie. Je parle pas d'avantages financiers, parce que pour le moment, j'en suis très loin, mais par contre, émotionnellement, j'ai plus du tout la même vie qu'avant. C'est complètement différent. Je n'ai plus rien à ajouter. Tu parlais un petit peu le nom de ton Azimut. Voilà. Oui. Tu sais faire une petite parenthèse là-dessus? Savoir comment t'es arrivé là-dedans, qu'est-ce que ça t'a apporté, c'était bien, c'était pas bien. C'était bien et c'est toujours bien, je n'en suis pas encore sortie. Qu'est-ce que c'est exactement? Donc, c'est une coopérative d'activité. En fait, parce que c'est parfois un peu confus entre tous les termes. Il y a les couveuses d'entreprise, les coopératives. En fait, les SAS, c'est les structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi. Donc, voilà. SAACE. Ouais, donc ça, c'est la base. Ça, c'est la base légale. Il y a des sous-catégories. Voilà. Et donc, il y a 2 catégories. Il y a les coopératives d'activité et les couveuses d'entreprise. Le but est le même, c'est d'aider les gens à devenir indépendants. C'est le même but des 2 côtés. La manière d'y arriver est différente. Le temps autorisé est différent. Je connais pas le truc à fond. Je suis allée me renseigner. En fait, j'ai tapé ça dans un super moteur de recherche grand classique du genre. Et en fait, il y a c'est officiel, c'est étatique. Et donc, il y a je crois que c'est le site du SPF Économie, un truc comme ça. Il y avait toute la liste des SAS qui existaient, reconnus. Et mon mari était dans une couveuse. Il en avait même fait 2. Et il n'était pas content du tout. Et donc, j'ai quand même été voir les 2 en me disant, son avis n'est pas le même que le mien. Tout à fait, oui. Mais j'ai fini par dire, non, je suis d'accord avec toi. J'ai eu des retours de ces 2-là, et tout revient négatif, ou presque. Et puis, je me suis dit, il y en a une qui s'appelle Groupe One, mais qui est très très loin de chez moi et qui s'occupe plus de tout ce qui est développement durable, donc c'est pas du tout ma branche. Et puis je me suis dit, je vais aller voir la dernière qui est Azimut. Et puis j'en avais entendu du bien par une connaissance. Et puis je suis allée sur place. Et puis ce qui m'a frappée, ça a été la clarté du discours, l'honnêteté. Très très clair. Donc on met les cartes sur table, on cache rien, on explique pourquoi. Mais moi ça c'est très très important pour moi qu'on m'explique pourquoi c'est comme ça et pas autrement. Voilà. Et j'ai signé, ça va faire 2 ans maintenant pour commencer le parcours. Donc qu'est-ce qu'il te propose exactement? Donc il me propose donc que ce soit couveuse coopérative, il y a des formations qui sont organisées par rapport à un tas de sujets. Il y a c'est quoi être indépendant, il y a les plans financiers, il y a la vente, il y a du marketing. Ça part un peu dans tous les sens. Donc ça c'est le volet formation. On va t'armer pour maximiser tes chances de réussir. Et pour que tu sois pérenne dans ton activité. Et puis, ça dure un certain temps. Chez Azimut, on avait normalement... Le parcours type, c'est 6 mois pendant lesquels tu fais tes formations. Et puis, suivant que tu as ton chômage depuis un certain temps ou pas, et ton activité aussi, tu peux passer en test. Et le test dure 1 an ou 18 mois. Ça dépend d'une série il y a des critères, c'est partout les mêmes, voilà. Et il se trouve que moi, je suis en test. D'accord, ok. Voilà. Et donc, je teste mon activité. À partir du moment où je suis en test, mes allocations de chômage sont bloquées au niveau auquel je suis. La couveuse d'entreprise, c'est dès qu'on rentre en couveuse, le chômage est gelé. Quel que soit le niveau où on est. En coopérative, c'est pas le cas. On doit attendre une certaine étape. D'accord. Voilà. Et donc, ça met un peu plus la pression parce que cette 2e étape, grosso modo, suivant le dernier salaire qu'on a eu, le temps de travail, etc., on est... voilà, moi, à titre personnel, je perçois 800 € du chômage par mois. Donc, c'est un peu stru pour vivre, quoi. Avec 2 enfants, une maison, voilà. Et du coup, ça met un grand coup de pied au cul pour
développer son activité. Voilà. Après, là, du coup, la couveuse, c'est pas du tout le même principe. Ça a des avantages et des inconvénients dans les deux cas. Moi, je regrette pas une seule seconde. Oui. Et le test passe bien, rassure-nous quand même. Le test passe super bien. Génial. Ouais. Voilà, on a un peu parlé de ça. Moi, je voulais aborder une question aussi importante par rapport, qui peut peut-être bloquer aussi certaines personnes, c'est, tu as ton idée, comment as-tu trouvé tes premiers clients? Est-ce que tu as profité d'un réseau que tu avais de par ton expérience professionnelle précédente? Voilà. Pas du tout. Raconte-nous comment tu as Moi, trouvé je partais ton de premier zéro. client. Donc, quand j'étais en formation, on nous disait, les premiers clients, vous allez les trouver dans votre réseau proche. Et si on n'a pas de réseau, on fait comment? Alors, j'habite à Ciney, je suis originaire de Wavre. Donc, le réseau familial, on l'oublie parce que je suis entourée d'employés. Voilà. Et puis, à Ciney, j'ai pas un réseau dantesque. Je suis quelqu'un d'assez timide, très bizarrement, je sais. Et donc, mais pas bizarrement, si on doit faire un peu des statistiques par rapport aux invités de notre podcast. Pour le moment, ils sont en majorité, les introvertis. Oui, voilà. Donc, je cache bien mon jeu, mais du coup, quand même pas un réseau non plus cynacien dantesque. Et donc, je me suis dit, pas beaucoup de choix, je vais devoir prendre mon courage à deux mains et aller faire du networking. Et donc, le premier où je suis allée, j'étais tu racontes ça comme une expérience. Paniquée. Ouais, voilà, un peu. Ouais, je me suis dit, dans quoi je tombe ici Donc, je m'étais bien renseignée. Je m'étais rendu compte qu'il y avait quelqu'un que je connaissais. Donc, je l'ai alpagué à l'entrée. Je lui ai dit, je te colle. Toi, tu es mon wingman. Oui, c'est ça. Tu vas tout m'expliquer parce que moi, j'y connais rien ici. Et donc, c'est du freestyle complet. Voilà, j'avais mes petites cartes de visite. T'étais préparée? Voilà, je m'étais préparée physiquement. C'était bon. Voilà. Et puis, j'ai collé. Je ne sais plus qui c'était. Je ne sais plus le networking. Mais je me suis dit, c'est comme ça. Donc, j'ai beaucoup observé. C'est ma technique, ma façon de fonctionner. Ça, c'était en première, on va dire, première soirée ou première après-midi de C'est ça. Et alors, on teste son pitch, évidemment. Ça, c'était la grande... Est-ce que tu avais préparé quelque chose à la maison? Oui, j'avais préparé quelque chose de catastrophique. Enfin, qui s'est avéré catastrophique. Mais ma conseillère m'avait dit, tu fais un pitch, et puis de toute façon, tu vas au casse-gueule. En gros, c'est ça. Donc, c'est très rassurant de se dire, bon, ça va, de toute façon, je fais un truc qui va pas aller. Et puis, je me suis dit, mais je comprends pourquoi on nous dit ça. Et c'est vrai. Je me souviens d'un de mes formateurs qui disait, vous allez vous manger des baffes et vous allez vous en manger plus d'une sur la soirée. Ça va être très dur. Vous allez rentrer chez vous. Ça va être la catastrophe. Vous allez peut-être vouloir tout planter là. Et puis le lendemain, vous allez dormir dessus. Et le lendemain, vous allez reprendre votre pitch et vous allez faire autre chose et vous allez repartir jusqu'à ce que vous trouviez le bon sens, la bonne façon, ce qui vous convient. La bonne intonation. C'est ce truc qui va faire, qui va résonner. Tes formateurs, ils se sont pas assis à côté de toi pour t'aider à faire ça? Ou alors justement, ça fait partie de la démarche de faire ça? Ils se sont pas assis à côté de moi. D'abord, j'étais pas toute seule. On était quand même une petite dizaine en formation, avec un noyau de 6-7 personnes. Voilà. Et donc, on avait pas mal d'exercices. Et je me souviens notamment ce formateur qui nous disait, vous allez prendre des baffes. Il y a eu un après-midi, en fait, où... en gros, il nous a demandé un exercice. Et puis, il a dit, OK, demain, vous présentez. Tous les projets présentent, ils vont passer, les uns derrière les autres. Et donc, en gros, on avait 15 minutes. C'était 5 minutes de présentation, 10 minutes de questions. Et donc on y va à notre tour, c'est un peu à la chaîne comme ça. Et donc on avait toutes les critiques des autres, on avait des questions. Ça nous permettait déjà d'avoir une mini préparation. Est-ce qu'on a quand même cerné notre projet correctement, etc. J'ai fait 9 minutes de présentation. Et puis j'ai eu un silence total. Et là, je me suis dit, merde. Et en fait, non, parce qu'ils m'ont dit, ils avaient pas de questions, parce qu'ils ont dit, mais tu réponds à nos questions sans qu'on les ait posées. Et donc, je me suis dit, ça va. Et mon formateur m'a dit, allez, go, banzai. Voilà. Et donc... donc, je pars du principe qu'avec ce genre de réaction quand tu étais en formation... je me suis dit, j'étais chaud. Tu dis, voilà, le formateur t'a dit, allez, banzai, on y va. Et effectivement, est-ce que c'était un casse-pipe ou pas alors? Oui, c'était un casse-pipe complet. Ah oui, même avec... Oui. Ah ouais, okay. C'était un casse-pipe complet. Et là, je me suis dit, OK... C'est quoi les questions auxquelles tu n'as pas su répondre? Et donc, hop, le lendemain, j'ai rappelé ma conseillère. Enfin, on s'est fait un mini brainstorming comme ça. Donc, c'est quoi les questions auxquelles j'ai pas su répondre? Sur quoi? Quelle pierre d'achoppement? Donc, la grosse pierre d'achoppement, c'était, oui, mais vous êtes un coup. Et donc, je réponds à quoi?
quoi. Oui, Je réponds comment voilà. En fait, non, je suis pas un coup. Non, C'est un gros investissement. En fait, il faut voir ça comme un investissement qui, en plus, n'est pas gros, justement, est assez faible. Les gens oublient que quand ils font pas de la paperasse, ils peuvent faire autre chose. Mais c'est ça. Et donc, c'est ce que je leur dis. Je dis, attendez, vous rentrez chez vous. Moi, je suis comme vous. Je rentre chez moi, j'ai envie de voir mes enfants, j'ai envie de passer une soirée devant une bonne série télé avec mon mari. Ça n'a pas de prix. Voilà. Et j'ai pas envie d'être derrière mon ordi, à devoir faire mes factures, Enfin, je suis comme tout le monde. Je suis une indépendante aussi, parce que ça m'emmerde de me taper mes soirées, à devoir bosser. Enfin, voilà. Et donc, je leur dis, filez-moi vos trucs, vous partez bosser, vous revenez 4 heures plus tard, vos trucs sont faits, vous êtes tranquille. Voilà. Et ça, voilà. C'est comme ça que j'ai commencé à avoir mes premiers clients, c'était en leur disant ça, en leur parlant comme ça. Et puis, j'avais un dessinateur extraordinaire, c'est mon mari, qui m'avait fait qui m'a fait une série de dessins qui parle assez bien aux gens. Est-ce qu'il n'y en a pas un qui est sur ton site en première page, par hasard? Si. Mais il va changer parce que j'ai changé mon logo. Et voilà. Mais moi, j'ai été très contente et les gens, en fait, étaient assez curieux. Le nom délivré, évidemment. Alors, j'avais droit à tous les libérés, délivrés. Et ça reste... Et j'assume complètement. Mais pourquoi pas? Tu surfes sur le buzz. Ça durera pas. Il y a un moment, les gens ils vont oublier ce dessin animé, mais voilà. Ceux qui ont des filles, sûrement. Ça va devenir un classique. Oui, ça va devenir un classique. D'ailleurs, j'ai fait mes vœux sur le thème libéré, délivré. Voilà. Donc, comme quoi, j'assume complet. Et puis, donc c'était ça. C'était ma petite Shiva. Et puis, c'était la façon dont je parlais aux gens. C'est ton discours, là tu me l'as fait, là j'étais en direct, je te vois, oui. Mais c'est quand même émotionnellement puissant. Moi je suis... Si, merci. Parce que quand tu expliques, voilà, t'es en train de parler d'un truc, c'est voilà, je fais mes soirées, des trucs agréables, je passe du temps avec mon époux, mon époux, mon épouse, mes enfants, si j'en ai, etc. Ça parle. C'est pas tu vas commencer à dire mais oui je vais réussir à vous sauver 3 heures par jour et puis voilà machin vous allez gagner. Non, c'est les gens ils achètent souvent sur l'émotion et t'arrives d'une manière assez naturelle et complètement à premier instant, enfin à première vue imperceptible, mais l'émotion en dessous elle est vraiment là. Et ça c'est la sauce un peu secrète. C'est aussi un truc que je essaie de travailler aussi avec mes clients. Je leur dis qu'il faut de l'émotion, mais il faut que ça passe crème quoi. Si on est en face d'un vendeur aussi qui en fait des caisses, voilà, c'est ça. Ça va pas aller. Et là, je trouve que il faut trouver vraiment le bon dosage entre. Mais j'ai pas cherché. Je me suis dit, mais mets-toi à leur place. Enfin, moi, ça a toujours été ma démarche depuis le départ, mais même avant de vouloir devenir indépendante, j'ai toujours eu ça. Mets-toi à leur place. Ok, tu te mets dans leur basket. C'est quoi? Enfin, voilà. T'es indépendante. T'es face à quoi comme emmerde? Je suis encore moi-même face à des emmerdes administratives et où je me dis mais purée, c'est pas possible quoi. Et je me le dis pour moi. Et donc je me dis mais parfois faut pas chercher très loin. Moi je suis partie de ce que mes clients pourraient ressentir sans chercher, et je ne cherche jamais à leur vendre en fait. Au début j'étais fort faut que j'ai un rendez-vous. C'était l'objectif et puis je me rendais compte qu'en fait j'en avais pas. Et à un moment donné, je me suis dit, mais attends, c'est pas la bonne démarche. Si tu vas en disant, je veux un rendez-vous, t'en auras pas. Si tu dis, wait and see, tu verras ce que ça apporte. Et à ce moment-là, j'ai vraiment pris en jeu en me disant, tu testes ton pitch et on s'en fout. Et à ce moment-là, j'ai commencé à avoir des clients. C'est génial ça. Donc c'est quand tu t'es retiré la pression psychologique de il faut que j'ai un résultat, que les résultats finalement sont arrivés. J'ai même fait un parallèle, je me suis dit, c'est comme tomber enceinte, en fait. Plus tu y penses, moins tu y arrives, moins tu y penses, plus vite ça arrive. Et je me suis dit, mais pour moi, c'est dans le même ordre d'idées, évidemment dans des domaines complètement différents, on est bien d'accord. Mais c'est vraiment cette idée-là aussi. Et c'est ce qui fait peur, c'est de se dire, oui, mais je dois manger, moi. Je dois remplir mon frigo. J'ai besoin de cet argent-là. Moi, j'en ai toujours besoin. Je continue de faire des networking. Je me dis toujours, oui, si je peux avoir un nouveau client, je serai contente parce que j'ai besoin des sous pour vivre. Il n'y a rien à faire. Et en même temps, je me dis, si j'en ai pas ce soir, j'en aurai par ailleurs. Voilà. Oui.
Ça aussi, c'est une belle leçon aussi de persévérance. Tu l'as dit aussi, à aller au casse-pipe et puis savoir dire le lendemain, voilà, je vais voir ce qui n'a pas été et puis on va essayer d'améliorer pour la suite. Merci. Rebondir. Mm-hmm. C'est pas la première fois qu'on entend ce genre de démarche ici. Oui. En tout cas, d'état d'esprit. Et je me suis longtemps demandé, c'est quoi en fait rebondir finalement? Ça veut dire quoi? On entend ça tout le temps, hein, il y a eu un échec, il faut rebondir. Mais ça veut dire quoi concrètement de rebondir? C'est quoi? D'abord, c'est qu'on se prend une baffe dans la tronche. Et qu'on se dit, merde. Moi, je me souviens, j'ai été à un Mind and Market à Louvain-la-Neuve. Je vois un client, je vais en networking parce que ça se passe le soir, mais parfois ça se passe le matin aussi. Et donc je vais dans un networking le matin et je rencontre une expert comptable qui me dit « Ah, moi je ne fais plus que de la digitalisation. » Oufti, panique à bord ici. C'était la catastrophe. Je me dis « Mais c'est pas vrai. » J'en entends, mais ça faisait au moins la 3e ou la 4e fois que j'en entendais parler. Je me dis « C'est pas possible. Mon métier n'a plus d'avenir. » Et je me retrouve en pleurs dans la voiture en me disant mais ça va jamais aller. Et je vais au Mind and Market de Louvain-la-Neuve. Ça sert à quoi? Je vais faire demi-tour, je vais rentrer, machin. Je téléphone à ma conseillère, je lui dis je lui laisse un message, ça va pas du tout, j'ai besoin de t'entendre, est-ce qu'on peut discuter? Et puis elle est occupée, elle a autre chose à faire, elle n'a pas pendu à un clou. Et puis il y a mon petit cerveau qui se met en route. Et puis je me dis mais arrête quoi. Oui, la digitalisation. Tu sais, prendre un papier, le perforer, le mettre dans la farde, refermer la farde, c'est autant de temps que de prendre ton papier, le mettre dans le scanner et scanner le truc. C'est vrai. Hein. Mais ça va... Enfin, j'ai rencontré des comptables qui m'ont dit, encoder, ça nous emmerde. Bah oui. Et moi, j'adore ça. Bah oui. Et donc, voilà, j'ai un partenariat comme ça, mais scanner... ou encoder, on est sur le même niveau. Oui, bien sûr. Voilà, et donc je me suis récupérée, je me suis dit, mais non, t'as toute ta place, il n'y a aucun souci par rapport à ça, et puis tu ne fais pas que scanner des papiers. T'as tout le conseil avec, on en a parlé au début. Voilà, et j'ai plein d'autres trucs. Et puis j'ai ma conseillère dans le quart d'heure qui suit, c'est toujours comme ça. Elle me dit, j'ai eu ton message, Valérie, t'inquiète pas, j'ai pris mes renseignements, j'ai moi aussi. Et j'étais super calme au téléphone, elle me dit, ça va? Je dis, ouais, j'ai réfléchi, il y a ça, ça. Elle me dit, ça valait pas la peine que je te téléphone ou quoi? Je dis, écoute, en fait, non. Voilà, et rebondir, c'est ça. C'est se dire, ok, je me suis pris une baffe dans la gueule. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? C'est prendre du recul aussi, parfois. Oui, par la force des choses. Mais surtout, moi, c'est ça. C'est se dire, ok, j'ai un obstacle, j'ai un caillou sur ma route. Ok, j'en fais quoi? C'est super prenant ce que tu dis, parce que je pense que c'est aussi la caractéristique principale des gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat. C'est des gens, je dirais, qui ne laissent pas se transformer les obstacles en excuses. On en connaît tous des comme ça. Qui disent, ah oui, ceci, machin. Et automatiquement, dès qu'il y a un obstacle, ça devient une excuse. Alors l'excuse, c'est une excuse pour pas trouver une solution, pour contourner, surmonter cet obstacle. Et finalement, moi je trouve que c'est ça rebondir. Moi je ne m'autorise pas, en tout cas, de transformer ces obstacles en excuses. Oui, je suis d'accord avec ça. En parlant un petit peu d'éventuels obstacles, donc tu as parlé que tu étais mariée, tu avais 2 enfants, tu sais nous faire un petit... Parce que c'est aussi peut-être une préoccupation qui occupe certaines personnes, c'est par rapport à ta vie de famille, comment ça se passe, parce que tu l'as redit, c'est marrant parce que tout se tient, tu as reparlé justement, les gens ont un peu aussi un cliché dans leur tête, ouais, les indépendants c'est des malades, ils bossent comme des tarés, moi j'ai un homme, j'ai un mari, un époux... j'ai des enfants, comment je vais y arriver? Oui, ça a été... c'est après coup que je me suis rendu compte, en fait. Je me suis dit... j'ai fixé un cadre. Donc après mon burn-out, j'ai mis les cartes à plat et j'ai dit, ok, qu'est-ce qui est important pour moi? Et puis, forcément, je suis une maman, donc mes enfants, mon mari. Et puis j'ai dit, ok, ça doit être le centre de ma vie. Et donc, qu'est-ce que je mets autour? Qu'est-ce qui est important après, mais que du coup, je mets autour. Je ne mets pas à la place, je ne mets pas à côté, je mets autour. Comment j'articule pour que la famille reste le centre?
Et donc, à part le mois qui vient de passer où c'était un peu chaud, parce que j'ai vraiment eu beaucoup de boulot, on s'en sort plutôt pas mal. Dans le sens où, au début, forcément, c'était très très calme, j'avais pas beaucoup de clients, donc on est resté comme on était, donc l'un allait conduire les enfants, et puis l'autre allait les rechercher, voilà. Maintenant, j'ai des rendez-vous où parfois je sais les déposer à l'école et puis je pars travailler. La plupart du temps, c'est pas le cas. Et donc, c'est souvent mon mari qui va les conduire, qui va les rechercher, parce que lui est indépendant et dans un complètement autre domaine. Il a une certaine flexibilité. Ouais. Il a plus de flexibilité que moi maintenant. Donc c'est lui qui gère la maison. C'est un peu, on parlait des papas au foyer, mais petite fée du logis à la maison. Oui, j'ai un super cuistot, j'ai la nounou, enfin voilà, il réunit tout ça, il est merveilleux. Donc ça va, on s'en sort, parce que parfois je suis partie tôt le matin, je rentre tard le soir. Voilà. Ici, ça m'arrive certains jours de déposer mes enfants à l'école et de leur dire à demain mes loulous. Et donc au début c'était très dur, c'était bon, mais tu vas où, tu rentres quand, tu viendras me faire un bisou, voilà. Et puis maintenant c'est ok, à demain. Donc ils ont déjà pris en quelques mois, en 6 mois de temps, allez, ils ont pris le pli. Un truc que tu peux, qui va peut-être rassurer. Si tu compares cette situation-là de maintenant à la situation où, juste avant le burn-out, par rapport à la relation à tes enfants et ton mari, tu disais que tu vois le truc autrement, parce que peut-être qu'ils te voyaient encore moins finalement que maintenant. Je pense que je ne sais pas s'ils me voyaient moins. Je pense qu'ils me voient autant. Par contre, moi, ce que je vois, c'est que je me lève plus tard et eux aussi. Oui. Voilà. Déjà, rien que ça, ils peuvent dormir plus tard, arriver et donc être un peu plus reposé. Et donc ça, c'est très important pour moi. Et puis, ça me permet parfois, du coup, de me dire il n'y a pas de devoir, tout est fini. Ok, je vais aller chercher à 15h30 à la sortie de l'école parce que c'était le cas hier. J'ai vu un client, on a eu fini, j'étais à côté de l'école. J'ai eu fini à 15h40, j'ai pris ma voiture, 3 minutes, j'ai eu mes enfants qui étaient heureux parce que j'étais là à la sortie. C'était un peu une surprise. Oui, je leur avais dit normalement je serais là. Et puis en rentrant, du coup, on a pu goûter ensemble, ce qui ne m'était plus arrivé depuis très longtemps parce que j'ai des rendez-vous parfois, c'est à 3h. Et le temps que le rendez-vous se fasse et que je rentre, il est 5h, 5h30, plus les activités des uns, des autres, voilà. Donc ça permet aussi, par exemple, d'avoir plus d'activités pour extrascolaires, pour mon mari, pour mes enfants, pour moi, voilà. Donc, c'est possible. Oui, c'est possible. Et mon fils aîné à 9 ans et demi et mon deuxième à 7 ans, ça demande, et des enfants à besoins spécifiques, donc ça demande énormément de temps. Et on en trouve, oui. Super. On va terminer par les 3 petites questions récurrentes que je pose à tous mes invités. Est-ce que tu as un livre ou éventuellement une rencontre avec quelqu'un qui t'a vraiment profondément marqué, attention, d'un point de vue perso ou d'un point de vue qui va impacter sur la manière dont justement tu t'occupes de ton activité? Ça peut être l'un ou l'autre, un truc vraiment qui moi, j'ai une personne qui réunit les deux, c'est ma conseillère Azimut. Voilà, c'est Florence Herman. Elle est extraordinaire à tout point de vue. Parce que c'est la première personne extérieure qui a cru en moi. J'ai évidemment eu mon mari tout de suite, ma maman ensuite, et puis ça a été elle. Elle me dit toujours, quand je t'ai vu à l'information collective, t'as dit, moi les papiers c'est mon dada. Elle dit, c'était bon, c'était parti quoi. Je pense qu'elle a vu la possibilité par rapport au problème. Je pense aussi. Au vrai problème que t'arrives vraiment avec une vraie solution, ça c'est important. Et puis elle est très à l'écoute, très supportive. C'est ma maman d'entrepreneuriat en fait. Voilà, j'ai des mamans un peu partout ou des grandes sœurs. Et c'est ma maman d'entrepreneuriat. Parce que quand ça ne va pas, je peux l'appeler. Pareil, on a des rendez-vous qui sont fixés régulièrement. On analyse les choses. Moi, je me souviens de lui avoir dit, ok, je vais en networking. C'est quoi l'objectif ? Qu'est-ce que je fais ? Et elle m'a dit, ton objectif, c'est donner au moins une carte de visite
qui a un intérêt. Pas forcément qui te donne un rendez-vous tout de suite, qui va peut-être te donner un rendez-vous dans 6 mois ou dans 1 an, mais c'est une carte de visite qui a suscité un intérêt, qui est vraiment pas juste de distribuer tes cartes de visite comme ça à longueur de temps. Et donc, je me suis dit, donc ça aussi, on peut faire de la vente Bien sûr. qui n'est pas de la vente de tapis. Exactement. Et c'est ce que j'essaye de transmettre aussi aux gens qui viennent me trouver et qui me disent, voilà, moi je suis pas à l'aise point de vue de la vente, parce qu'à la base, moi je suis censé leur expliquer aussi comment est-ce qu'ils font. Et justement, moi aussi, je sais de casser tous ces a priori que les gens ont dans leur tête. Mon mari représentant pendant 20 ans, j'avais un bel exemple à la maison. Il n'était pas du tout vendeur de tapis non plus. Les gens sont généralement fâchés avec ça et de par toutes les expériences malheureuses qu'ils ont de ce qu'ils voient. Soit comme tu dis, un marchand de tapis, ça peut être un vendeur de voitures, ça peut être des gens qui téléphonent, voilà. Ils ont cette expérience-là en tête et peut-être ça les braque en disant, moi je ne veux pas imposer ça à mes clients, je veux pas être comme ça. Et moi je leur montre que c'est possible. Tout dépend de l'éthique qu'on y met. Voilà, c'est ça. Et que je dis, voilà, si t'es en mode requin, vas-y. Si t'as pas de problème avec ça, vas-y en mode requin si tu veux. Mais si tu veux y aller à la méthode douce, entre guillemets, où vraiment tu vas être plus dans l'empathie, plus dans l'émotion, plus vraiment essayer d'écouter ce qu'il a à dire. Dis, voilà, je pense que j'ai un problème qui... Là, j'entends une souffrance là, dans notre discours. Et présenter les choses comme ça, il faut être cash. Écoute, j'entends que ce truc-là, c'est un problème pour moi. Et justement, moi, je fais ça. Après, il le prend. Et si c'est bien présenté comme ça, il suffit même pas d'insister. Absolument. Et c'est même parfois des anecdotes où on dit, tiens, ça m'est arrivé à une soirée, dire à une personne, mais je fais ça j'ai un client où je fais tel truc. Ah bon, tu fais ça ? Attends, donne-moi un peu ta carte parce que ça m'intéresse. Et c'est là qu'on se dit, j'ai rien fait. Ouais. J'ai rien suscité, j'ai rien demandé, j'ai rien cherché. J'étais dans une bête discussion avec quelqu'un que je connais pas, mais on s'en tape. Dans le networking, c'est comme ça, on s'en contrefout. Et donc, c'est juste 3 minutes où on discute de sa vie professionnelle et d'anecdotes un peu particulières sur des jobs qu'on t'a demandé. Et puis tout d'un coup, on te dit, attends, mais ça m'intéresse. Super. Valérie. Oui. Si je te donne maintenant une machine à voyager dans le temps qui te permettrait de t'entretenir avec ton toi de 20 ans, qu'est-ce que tu aurais à dire à Valérie de 20 ans ? Si tu veux choisir une autre période, voilà. Mais voilà. Si tu as l'occasion de revenir à un certain moment de ta vie où tu ne change rien. Ah, ça c'est beau ça. Ouais. C'est les expériences. C'est tout notre vécu qui fait qu'on en arrive là où on en est. Voilà, c'est pour être capable, non, de rien changer, surtout rien. Tu dirais rien du tout alors. Rien du tout. Pour ne pas J'ai eu perturber. besoin. C'est pas pour pas perturber, c'est que je me rends compte que vraiment, j'ai eu besoin de passer par tout ce par quoi je suis passée pour être capable d'aller trouver mes clients maintenant et de leur dire. Bien sûr que vous êtes capable de classer vos papiers. Tout le monde sait classer ses papiers. Ça, c'est pas compliqué. Je veux dire, n'importe quel... je peux demander à mon enfant de 7 ans de classer mes papiers. Il va me le faire, hein. À sa mode. Oui. À sa mode, mais si je lui dis, tu prends la perforatrice, tu me trouves mes papiers et tu les mets dans la farde, il va le faire. Donc, je veux dire, il n'y a rien de compliqué à ça. Mais, voilà, c'est le mais. Ok, fais-le, vas-y. Il y a juste que pendant que tu fais ça, tu fais pas autre chose. Bien sûr. Est-ce que tu aurais une petite citation, un proverbe qui te correspond ou qui te représente ? J'ai longtemps cherché, j'ai jamais trouvé. Donc, on n'est pas obligé d'en avoir un particulier. Hein. Non. Ça va. Non. Ah si, un bouquin, un super bouquin. Ah ouais, c'est bien. On revient sur la première question parce que j'ai failli dire, tout le monde n'a pas une... Rappelle-moi son prénom de celle qui t'a accompagnée. Florence. Voilà, tout le monde n'a pas une petite Florence qui est là, bienveillante, avec un numéro et qu'on peut appeler en permanence. Non. Et peut-être, par contre, un livre, on peut tous le lire. Alors c'est pas du tout un livre sur le business. C'est pas grave. Ça s'appelle Trembler mais oser. C'est tout petit, c'est tout fin, c'est vraiment... Il n'y a pas énormément de pages. Alors, j'adore les livres, j'en lis beaucoup. Enfin, moins maintenant, parce que je fais d'autres choses. Mais, curieusement, je n'ai jamais su le terminer. Parce que j'ai compris l'idée. Et en fait, je me suis rendu compte que cette phrase, c'était tout moi.
Je me suis rendu compte que les plus grandes décisions que j'ai eu à prendre, quand je stresse à mort et que j'y vais, ça devient positif automatiquement. Et donc je me suis dit, ok, Valérie, tremble, mais ose. Donc plus j'ai la trouille, plus j'y vais. C'est fantastique ça. Voilà. Tu es là c'est à peu près la deuxième fois que j'entends ce genre de truc. La première fois que j'ai entendu ça, c'était présenté un petit peu différemment. C'était tout ce qu'on fait en dehors de sa zone de confort. L'apprentissage qu'on a là-dedans, c'est x10 ou x100 par rapport à des choses nouvelles qu'on apprendrait pépère dans sa zone de confort, quoi. On apprend les leçons et on apprend vite. Voilà, donc ça pourrait être ça. Trembler mais oser. Trembler mais oser. Super. Une dernière petite question. Si j'ai envie de gagner du temps, moi aussi, dans ma paperasserie, où est-ce que je te trouve ? Alors, par téléphone. Tu as un site internet ? J'ai un site internet, mais il est pas à jour. Et, voilà, je dois le refaire et je vais faire appel à quelqu'un parce que je n'ai plus le temps de le faire. Peut-être quelqu'un justement qui adore faire les sites internet. Je connais, je sais où je vais aller. J'ai une personne formidable pour ça qui m'a fait mon nouveau logo, j'en suis très content. Parce que ça aussi, c'est potentiellement un problème dur pour ceux qui ont du mal à se plonger là-dedans. Ça l'est plus trop maintenant. Et puis je trouve que chacun son truc et puis ça atteint un niveau où je n'ai plus les capacités de le faire. Voilà, je pourrais y arriver en y passant énormément de temps et c'est pas mon souhait. Donc je veux faire appel à quelqu'un. Donc oui, j'ai un site internet www.délivrer-sans-accent.be. Mon téléphone, évidemment, mon GSM 0486 22 37 96. Et puis mail, mais voilà. On mettra tout ça en dessous du post. Voilà. Et puis je suis à Sydney, mais donc je fais toute la région namuroise d'un bout à l'autre. Et puis j'ai un autre bureau, une autre zone de travail, puisque je suis originaire de Wavre et donc j'ai un bureau dans la maison de mes parents pour pouvoir bosser sur la région du Brabant wallon, Bruxelles. Voilà, pas trop loin de Bruxelles. Et voilà. Donc j'ai ces deux zones-là et je scie, la 411, je commence à bien connaître. Ça va. Merci beaucoup Valérie. Donc c'était ici délivré. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invité. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Tout comme Valérie, je poursuis un but, celui de mieux vous informer. Comme cité plus tôt, l'information, c'est le pouvoir. Aujourd'hui, je vous propose donc de vous en donner dans le domaine de la vente. Je peux vous aider à répondre aux questions ou à la situation suivante. Comment bien réagir quand, par exemple, mon futur client il me fait une objection sur mes tarifs ? Comment bien répondre à une demande d'information afin de maximiser l'intérêt sans forcément passer pour un marchand de tapis ? Comment tester et trouver et surtout mettre en place une stratégie qui vous correspond et qui va vous apporter de nouveaux clients. Comment bien gérer et préparer les appels téléphoniques importants et comment bien préparer une négociation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur mon site internet kickstartyourbusiness.be sans espace. C'était Nicolas. À bientôt.